Vous êtes-vous jamais réveillé un jour en vous disant « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Travailler, étudier, poursuivre des objectifs. Pourquoi faire? Si un jour tout doit s'arrêter de toute façon, à quoi bon? Cette question nous dérange car elle touche à quelque chose que nous ressentons tous, mais que peu ont le courage d'exprimer à voix haute. Albert Camus, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, n'a pas fui cette question. Il a regardé cette question effrayante bien en face et y a trouvé une réponse qui peut complètement changer votre façon de voir votre propre vie. Avant de commencer, sachez que cette vidéo aborde des questions existentielles profondes d'une manière philosophique et éducative. Si vous traversez une période difficile, sachez qu'il y a des professionnels et des personnes prêtes à vous aider. Imaginez un homme condamné à pousser un rocher énorme jusqu'au sommet d'une montagne. Quand il y parvient enfin, épuisé, le rocher redescend et il doit recommencer, encore et encore, pour l'éternité. Voici Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque antique que les dieux ont puni de la pire manière possible. Une tâche éternelle et complètement dénuée de sens. Cela semble cruel, n'est-ce pas? Mais Camus a regardé cette histoire et y a vu quelque chose de différent. Il nous y a tous vus. Car au fond, notre vie ne ressemble-t-elle pas un peu à cela? Nous nous réveillons, nous travaillons, nous dormons, et nous nous réveillons à nouveau. Nous courons après des choses qui ne nous satisfont jamais complètement. Nous accomplissons quelque chose et très vite, nous poursuivons déjà le but suivant. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Alors, Camus a posé une question étrange. Et si Sisyphe était heureux? Et s'il y avait un moyen de trouver de la joie, même dans une vie qui semble n'avoir aucun but final? C'est cette idée folle que nous allons explorer. Maintenant, pour comprendre la réponse de Camus, nous devons d'abord comprendre le problème qu'il a identifié. Il l'a appelé l'absurde. Ce n'est pas un mot compliqué, mais sa signification ici est bien spécifique. L'absurde naît lorsque deux choses entrent en conflit. D'un côté, il y a nous, les êtres humains, qui posons des questions. Nous voulons savoir pourquoi nous existons, quel est notre but, ce qui se passe quand tout s'arrête, s'il y a un sens supérieur à tout cela. Ces questions sont naturelles, elles sont en nous depuis toujours. Mais de l'autre côté, il y a l'univers. Et l'univers ne répond pas. Il continue simplement d'exister, indifférent à nos angoisses. Les étoiles ne se soucient pas de nos problèmes. La nature suit ses propres règles sans se demander si elles ont du sens pour nous ou non. Cette confrontation entre notre besoin de réponse et le silence du monde, c'est ce que Camus appelle l'absurde. Imaginez crier dans une immense grotte sans même entendre d'écho. C'est ce sentiment de vide, cette certitude que peu importe à quel point vous cherchez, vous ne trouverez aucune réponse définitive venant de l'extérieur. Vous pouvez observer le ciel, vous pouvez étudier la science, vous pouvez vous plonger dans la philosophie. Mais à la fin, vous ressentez toujours la même chose. Et alors, à quoi rime tout cela, au bout du compte? Camus a compris que ce sentiment n'est pas de notre faute. Ce n'est pas parce que nous sommes stupides ou parce que nous n'avons pas cherché assez loin. C'est tout simplement la condition humaine. Nous naissons programmés pour chercher du sens dans un univers qui n'en offre aucun. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Car si la vie n'a vraiment aucun sens, si nous sommes prisonniers de cette situation absurde sans issue, pourquoi continuer? Camus est allé droit au but en affirmant que se demander si la vie vaut la peine d'être vécue est le seul problème philosophique vraiment important. Il ne jouait pas la comédie. Il était profondément honnête. Si vous concluez que la vie ne vaut rien, qu'il n'y a pas de but, que tout est vide, alors logiquement, ce doute profond surgit. C'est une conclusion aussi logique qu'effrayante. Beaucoup de penseurs ont fui cette question ou l'ont contournée. Camus, lui, a gardé les pieds sur terre et a dit « Affrontons cela de face. La question n'est pas de savoir si la vie est absurde. Elle l'est. La question est de savoir ce que nous allons en faire. » Avant de révéler sa réponse, Camus devait écarter les solutions qu'il jugeait fausses. La plus courante d'entre elles est la solution religieuse. Quand la vie semble vide de sens, beaucoup se tournent vers Dieu, vers la foi, vers l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand qui donne un but à toute chose. Il y aurait un plan divin, il y aurait une vie après la fin de tout, il y aurait une récompense au paradis. Cette réponse réconforte des millions de personnes. Et Camus ne disait pas qu'ils avaient tort de croire, mais il appelait cela une fuite philosophique. Pourquoi? Parce que c'est renoncer à affronter l'absurde. C'est inventer une réponse réconfortante au lieu de faire face à la dure réalité. C'est comme se boucher les oreilles quand quelqu'un dit une chose que l'on ne veut pas entendre. Pour Camus, accepter ces réponses toutes faites, c'est trahir l'honnêteté intellectuelle, c'est faire semblant que l'absurde n'existe pas au lieu de le regarder en face. Bien sûr, il est plus facile de croire que tout a un but caché, qu'un jour tout prendra sens, qu'il y a un plan, mais Camus voulait autre chose. Il voulait une réponse qui ne dépende pas de l'invention d'un monde au-delà d'une autre. Une réponse qui fonctionnerait même si l'univers était réellement silencieux et indifférent. Une réponse qui préserverait la dignité humaine sans avoir besoin de béquilles surnaturelles. Et il a trouvé cette réponse dans un endroit inattendu. La première partie de la réponse de Camus, c'est la révolte.
Il ne s'agit pas de prendre les armes ou de faire une révolution politique. La révolte ici est intérieure. C'est une attitude, c'est dire non à l'absurde. Mais attention, il ne s'agit pas de nier l'existence de l'absurde, il s'agit de refuser d'être écrasé par lui. C'est comme un boxeur qui sait qu'il va prendre des coups, mais qui reste debout et continue le combat. La révolte, c'est cette obstination humaine à ne pas capituler. L'univers n'a pas de sens. Très bien, mais je ne vais pas simplement l'accepter passivement et baisser les bras. Je ne vais pas non plus inventer des histoires fausses pour me rassurer. Je vais regarder l'absurde en face et lui dire « Je suis toujours là, tu ne m'auras pas ». Cette révolte a quelque chose de magnifique. C'est affirmer notre humanité précisément au moment où tout semble inutile. C'est garder l'esprit clair, même quand il serait plus facile de s'endormir. Camus admirait cette posture car elle exige du courage. Elle exige de rester dans cette tension inconfortable entre le désir de sens et l'incapacité d'en trouver. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cette tension, soit ils plongent dans une foi aveugle, soit ils sombrent dans le désespoir. Mais il existe une troisième option. Rester là, conscient, révolté, vivant. Et de cette révolte naît quelque chose de surprenant. S'il n'y a aucun sens imposé de l'extérieur, s'il n'y a aucun Dieu pour dicter notre conduite, s'il n'y a pas de mode d'emploi cosmique, alors une chose libératrice se produit. Nous sommes totalement libres. Réfléchissez-y. Vous passez votre vie entière à penser que vous devez suivre certaines règles, répondre à certaines attentes, atteindre certains objectifs, parce que c'est ainsi que les choses doivent être. Et si ce n'était pas le cas? Et si personne ne tenait les comptes? Et s'il n'y avait aucun juge suprême pour évaluer si vous avez vécu de la bonne ou de la mauvaise façon? Soudain, toutes ces obligations que vous portiez sur vos épaules s'effondrent. Vous pouvez choisir vos propres valeurs. Vous pouvez décider de ce qui compte pour vous. Non pas en fonction de ce qu'on vous a dit, mais de ce que vous ressentez et pensez réellement. Cette liberté est effrayante parce qu'elle est absolue. Il est plus facile que quelqu'un vous dise quoi faire. Mais c'est aussi le plus grand cadeau de l'absurde. Vous n'avez pas besoin de vivre pour plaire aux dieux, satisfaire les attentes sociales ou accomplir un destin tout tracé. Votre vie vous appartient, elle est entièrement vôtre, et cela signifie que vous pouvez la remplir comme bon vous semble. Bien sûr, il y a des limites pratiques, des conséquences réelles, d'autres personnes à prendre en compte. Mais d'un point de vue philosophique et existentiel, vous êtes libéré des chaînes invisibles qui lient ceux qui cherchent encore un sens à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais la liberté seule ne suffit pas. Camus ne proposait pas que vous fassiez simplement tout ce qui vous passe par la tête sans réfléchir. La deuxième partie de sa réponse est plus intéressante, la passion. Si la vie n'a pas de sens prédéterminé, si nous ne sommes pas ici pour accomplir une quelconque mission sacrée, alors que reste-t-il? Il reste la vie. Simplement vivre, mais pas n'importe comment. Vivre avec une intensité maximale. Vivre autant que possible. Expérimenter, ressentir, connaître, aimer, créer. L'idée est simple. Puisque notre temps est limité et que nous ne savons pas de combien nous disposons, ce qui compte, c'est la qualité et l'intensité de nos expériences. Camus ne parlait pas de vivre de manière irresponsable ou hédoniste au sens superficiel du terme. Il ne s'agit pas de faire la fête tous les jours, ni de se perdre dans des plaisirs vides. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de sentir que votre vie se déroule, au lieu de la laisser filer pendant que vous êtes coincé dans vos angoisses sur l'avenir ou vos regrets du passé. Combien de fois êtes-vous physiquement à un endroit, mais l'esprit ailleurs? Combien de conversations avez-vous en n'étant pas vraiment là? Combien d'expériences ratez-vous parce que vous pensez déjà à la suivante? Camus propose exactement l'inverse. Plongez dans le moment présent, car c'est tout ce qui existe vraiment. Cela rejoint une idée qui pourrait sembler étrange. L'homme absurde n'a pas d'espoir. Avant de prendre peur, comprenez bien ce qu'il veut dire. L'espoir, au sens traditionnel, consiste à projeter son bonheur dans l'avenir. Je serai heureux quand j'aurai mon diplôme. Je serai heureux quand j'aurai ce travail. Je serai heureux quand je serai à la retraite. C'est toujours pour plus tard. C'est toujours un pas encore. Le problème, c'est que pendant que vous attendez cet avenir, le présent vous glisse entre les doigts. Vous passez toute votre vie à repousser la vraie vie à plus tard. Camus dit, arrêtez d'attendre, l'espoir vous vole votre présent. Ce qu'il offre à la place de l'espoir n'est pas le désespoir. C'est la présence. C'est vivre cet instant, non pas parce qu'il vous mènera vers des jours meilleurs, mais parce que c'est la seule chose que vous possédez. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucune justification extérieure pour savourer un coucher de soleil. Vous n'avez pas besoin que cet instant serve un but supérieur. Il peut simplement être vécu, ressenti, apprécié, et cela suffit. C'est de cette passion-là que parle Camus. Ce n'est pas un feu de paille qui brûle et s'éteint. C'est une façon d'être au monde, totalement présent, totalement vivant, sans s'appuyer sur la promesse que les choses iront mieux ou prendront sens un jour. À présent, revenons à Sisyphe, car tout commence à s'éclairer. Vous vous souvenez de lui?
condamné à pousser ce rocher pour toujours, sans jamais rien accomplir, sans jamais arriver nulle part. On dirait la définition parfaite d'une vie sans but, n'est-ce pas? Mais Camus affirme une chose singulière. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Comment ça? Comment quelqu'un dans cette situation pourrait-il être heureux? La réponse se trouve dans tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. Sisyphe n'attend pas que le rocher reste enfin au sommet. Il sait que cela n'arrivera jamais. Il ne croit pas que les dieux finiront un jour par lui pardonner. Il n'invente pas d'histoire sur une vie après la mort où il serait récompensé. Sisyphe pousse simplement son rocher. Et dans cet effort, il trouve quelque chose qui lui appartient. La lutte est la sienne. Le rocher est le sien. L'effort lui appartient. Personne ne peut lui enlever cela. Quand il redescend la montagne pour recommencer, il a conscience de tout. Il ne se ment pas à lui-même. Il connaît très exactement sa situation. Mais il choisit de continuer. Et dans ce choix conscient, dans cette révolte contre la futilité, dans cette décision d'accomplir son fardeau, même sans récompense, il trouve la dignité, il trouve la liberté. Et oui, il y trouve une étrange forme de bonheur. Pas le bonheur de quelqu'un qui a obtenu ce qu'il voulait. Le bonheur de quelqu'un qui a accepté ce qui est, et qui a tout de même décidé de vivre pleinement. Vous vous dites être, c'est très beau en théorie, mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment être un homme absurde dans la vie de tous les jours? Camus a donné quelques exemples, des archétypes de personnes qui vivent cette philosophie sans même s'en rendre compte. Pensez au conquérant. Nous ne parlons pas d'empereur fou, mais de toute personne qui agit, qui fait des choses, qui se lance dans des projets, sachant qu'au final, tout s'arrêtera de toute façon. Ce conquérant n'agit pas parce qu'il croit en une victoire éternelle. Il agit parce qu'agir, c'est vivre. L'action en elle-même est déjà la récompense. Ou pensez au comédien. Il vit de multiples vies, de multiples personnages. Il éprouve des émotions et traverse des situations qu'il ne connaîtrait jamais autrement. Et quand la pièce se termine, il ne sombre pas dans le désespoir. Il sait que c'était une fiction, que c'était éphémère, mais il l'a vécu intensément tant qu'elle durait. C'est cela, vivre de manière absurde, plonger entièrement dans ses expériences sans avoir besoin qu'elles soient éternelles ou qu'elles aient un sens au-delà d'elles-mêmes. Chaque rôle, chaque expérience, chaque instant possède sa propre valeur. Non pas parce que cela mène quelque part, mais parce que c'est vécu. Il y a aussi l'amoureux qui multiplie les expériences d'amour et de connexion. Non pas parce qu'il cherche la personne idéale qui le complétera pour l'éternité, mais parce que chaque rencontre, chaque lien, chaque amour est unique et intense. L'homme absurde ne romantise rien, il ne croit ni aux âmes sœurs ni au destin tracé. Mais c'est précisément pour cela qu'il accorde de la valeur à chaque personne, à chaque instant partagé, sachant que c'est précieux, justement parce que c'est éphémère et que cela ne nécessite aucune autre justification. Maintenant, je vais vous donner un exemple très concret du quotidien, car vous vous dites être, d'accord, mais je travaille dans un bureau à faire des tâches bureaucratiques répétitives, comment puis-je y trouver de la révolte et de la passion? J'ai entendu parler d'un homme nommé Roberto, qui travaille au service des archives d'une grande entreprise. Tous les jours, il organise des documents, saisit des données, classe des dossiers. On dirait le travail le plus monotone du monde, n'est-ce pas? Pendant des années, Roberto a vécu en pilote automatique. Il se levait, allait au travail en détestant chaque minute passée là, bas, et rentrait chez lui épuisé et frustré. Il vivait dans l'attente du week-end, dans l'attente des vacances, dans l'attente de la retraite. Un jour, après avoir lu des choses sur ces concepts, il a changé sa façon de voir. Il n'a pas changé de métier. Il a changé d'attitude. D'abord, il a arrêté d'attendre que son travail serve un dessein grandiose. Il a accepté le fait que ce n'était qu'un travail administratif. Mais ensuite, il a commencé à chercher de petits moments de présence et de choix au cœur de cette routine. Il a décidé qu'il allait accomplir sa tâche avec une attention totale. Non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que c'était son choix de bien faire les choses. Chaque document correctement classé devenait une petite victoire personnelle. Il a commencé à vraiment remarquer ses collègues, à avoir de véritables conversations au lieu d'échanger de simples banalités. Il a découvert des histoires fascinantes, il a noué de vraies amitiés. Il s'est instauré un rituel, prendre un café avant de commencer à travailler. 5 minutes rien que pour lui, à savourer son café, à regarder par la fenêtre, à être pleinement présent dans l'instant. Il a cessé de se plaindre mentalement sans arrêt de l'ennui de son travail, et a commencé à accepter que c'était ainsi. C'est mon travail maintenant. Ce n'est pas forcément ma passion, mais je peux choisir comment je vis ces 8 heures. Le travail est resté bureaucratique, mais Roberto, lui, a changé. Il n'attendait plus que la vie commence après sa journée de travail. Il vivait aussi pendant son travail. Ce n'était pas un bonheur explosif. C'était quelque chose de plus subtil. Un sentiment de présence, de faire des choix en pleine conscience, d'être en vie, même dans la routine. C'est cela, la révolte absurde mise en pratique. Elle n'a rien de théâtral, elle n'a rien d'héroïque. Elle est silencieuse et personnelle. C'est Sisyphe poussant son rocher avec dignité. Ces exemples mettent en lumière un point essentiel.
Vivre de façon absurde n'est ni triste ni nihiliste, c'est tout le contraire. C'est vivre avec plus d'intensité, car vous n'êtes plus pris au piège par des attentes irréalistes. Vous n'êtes pas frustré parce que la vie ne correspond pas au scénario que quelqu'un vous a vendu. Vous êtes présent, conscient, libre. Et de cette liberté découle une plus grande capacité à faire véritablement l'expérience de la vie. Mais ici, nous devons faire une distinction cruciale car il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Camus n'était pas nihiliste. Le nihilisme, c'est l'idée que rien n'a d'importance. Donc peu importe, on peut faire ce que l'on veut puisque, à la fin, tout est perdu de toute façon. Ce n'est pas du tout ce que dit Camus, bien au contraire. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de sens cosmique que chaque instant prend une importance immense. Si cette vie est tout ce que nous avons, si rien ne nous attend après, alors chaque seconde devient inestimable. Chaque choix pèse de tout son poids, chaque action a des conséquences réelles. Le nihiliste se dit que rien n'a d'importance, qu'il peut donc détruire, blesser et faire tout ce qui lui chante. L'homme absurde se dit que rien ne vient de l'extérieur pour donner du sens. Alors c'est moi qui donne ce sens, et je choisis de vivre pleinement et en toute conscience. C'est une différence fondamentale. L'un est un abandon, l'autre est une affirmation. L'un est passif et destructeur, l'autre est actif et créatif. Camus vous proposait de bâtir vos propres valeurs, pas de renoncer à toute valeur. Et cela nous amène à un autre point fondamental, la solidarité. Quand vous reconnaissez l'absurde, quand vous acceptez d'être dans cette situation impossible où vous cherchez un sens là où il n'y en a pas, vous réalisez quelque chose. Tout le monde est dans le même bateau. Chaque personne que vous croisez dans la rue, qui passe sur votre chemin, qui vit sa propre existence, affronte le même absurde. Nous poussons tous nos rochers jusqu'au sommet de la montagne. Nous essayons tous de donner un sens à ce qui n'en a aucun, et cette conscience partagée peut faire naître une véritable compassion. Vous n'avez pas besoin de la religion pour vous sentir lié aux autres. Vous n'avez pas besoin d'une idéologie pour admettre que la souffrance des autres est bien réelle et qu'elle a de l'importance. En fait, quand on retire ces couches de croyances qui séparent les gens en différents groupes, les sauvés et les perdus, les bons et les mauvais, les croyants et les infidèles, ce qu'il reste, ce sont de simples êtres humains affrontant ensemble une condition difficile. Cela peut créer une forme d'amour et de solidarité qui ne dépend pas du fait que vous et l'autre soyez d'accord sur le sens de l'existence. Elle repose uniquement sur le fait de reconnaître que vous êtes tous les deux vivants, tous les deux conscients, et que vous comptez tous les deux. Il y a aussi une dimension dans la réponse de Camus à laquelle il attachait beaucoup de prix. La création, et plus particulièrement l'art, l'artiste peut être le parfait exemple de l'homme absurde. Pourquoi ? Parce que l'artiste crée tout en sachant que sa création ne résoudra pas les problèmes du monde. Un tableau ne nourrit personne, un poème ne guérit aucune maladie, une chanson ne ramène pas ceux qui sont partis. En ce sens, l'art est totalement inutile. Mais c'est exactement dans cette inutilité que réside toute sa beauté. L'artiste crée parce qu'il a besoin de créer, parce que s'exprimer, donner forme, imaginer et bâtir des mondes est une manière fondamentale d'être en vie. La création artistique démultiplie le monde. Chaque œuvre est une nouvelle façon de voir, de ressentir, d'expérimenter. Et l'artiste ne cherche pas à expliquer le monde ou à lui donner un sens définitif. Il ne fait qu'ajouter d'autres dimensions, d'autres possibilités, d'autres expériences. Est-ce absurde ? Totalement. Est-ce précieux ? Infiniment. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste professionnel pour vivre cela. Tout acte créatif, aussi modeste soit-il, est une forme de révolte absurde. C'est affirmer « j'existe, je ressens, je crée » et cela n'a pas besoin de justification. Vous vous demandez être. Très bien, j'ai compris la philosophie, mais comment appliquer cela dans mon quotidien du lundi, quand je me lève tôt, que je suis bloqué dans les embouteillages, que je fais un travail qui ne me passionne guère et que je rentre chez moi épuisé ? Comment devenir un Sisyphe heureux quand la vie est ennuyeuse et répétitive ? C'est une question légitime et la réponse n'a rien de magique. Vous n'allez pas vous réveiller un jour en pleine illumination avec un monde qui, soudain, prend tout son sens. Mais ce sont les petits changements qui font toute la différence. Premièrement, arrêtez de remettre votre vie à plus tard. Combien de choses ne faites-vous pas parce que vous attendez le bon moment ? Quand vous aurez plus d'argent, plus de temps, plus de sécurité. Quand la situation s'améliorera, quand ce bon moment viendra, le bon moment n'existe pas, il n'y a que cet instant précis. Si vous devez avoir une conversation difficile, ayez-la maintenant. Si vous voulez accomplir une chose que vous avez toujours repoussée, commencez aujourd'hui. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que cela se réalise. Chaque jour qui passe à attendre cet avenir parfait est un jour que vous n'avez pas vraiment vécu. Deuxièmement, interrogez-vous sur ce que vous faites par obligation par rapport à ce que vous faites par choix. Évidemment, vous ne pouvez pas tout laisser tomber pour aller vivre comme un marginal sur une plage. Nous avons de véritables responsabilités. Mais même au sein de ces responsabilités, il y a de la place pour le choix.
Faites-vous ce travail parce que vous en avez vraiment envie ou parce que vous pensez que vous devriez en avoir envie? Entretenez-vous certaines relations parce qu'elles ont du sens ou juste par habitude? Poursuivez-vous certains objectifs parce qu'ils sont les vôtres ou parce qu'on vous a inculqué que vous deviez les poursuivre? Se poser ces questions est déjà un acte de révolte absurde. C'est commencer à bâtir une vie qui vous appartient véritablement. Troisièmement, entraînez-vous à être présent. Cela peut ressembler à de la psychologie de comptoir, mais ça n'en est pas. C'est difficile et cela demande de l'entraînement. Quand vous mangez, savourez véritablement les saveurs. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez-le vraiment. Quand vous marchez dans la rue, observez ce qui vous entoure. Notre cerveau vit en pilote automatique. Nous faisons les choses mécaniquement pendant que notre esprit vagabonde ailleurs. Lutter contre cela, se forcer à être ici et maintenant, c'est une manière de vivre avec plus d'intensité. Et l'intensité, c'est exactement ce que recherche l'homme absurde. Quatrièmement, acceptez le fait que vous partirez un jour et que tout s'arrêtera. Cela semble morbide, mais c'est profondément libérateur. Quand vous acceptez réellement votre condition de mortel, les petites choses qui vous angoissaient perdent de leur importance. Cette dispute stupide, cette inquiétude du regard des autres, cette peur de faire des erreurs. Si tout doit finir de toute façon, pourquoi gaspiller votre temps limité avec de telles choses? Mieux vaut utiliser ce temps pour vivre, pour ressentir, pour être avec ceux que vous aimez et faire ce qui vous fait vous sentir vivant. La fin n'est pas une ennemie. C'est le cadre qui donne ses contours et sa valeur à la vie. Cinquièmement, créez vos propres rituels et vos propres valeurs. Vous n'avez pas besoin de conserver ceux que l'on vous a transmis s'ils n'ont aucun sens pour vous. Qu'est-ce qui compte vraiment à vos yeux? La justice, la beauté, le savoir, l'amour, l'aventure. Il n'y a pas de bonne réponse, mais soyez honnête avec vous-même, puis vivez en accord avec ces valeurs que vous avez consciemment choisies. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'authenticité. Et les personnes authentiques ont tendance à se montrer plus généreuses et plus présentes pour les autres, car elles ne dépensent pas leur énergie à jouer un rôle. Il y a aussi une réflexion à mener sur le travail et la répétition. Beaucoup de gens détestent cette sensation que chaque jour se ressemble. Se réveiller, faire les mêmes choses, dormir et recommencer, on dirait une prison. Mais rappelez-vous de Sisyphe, sa vie consiste littéralement à accomplir éternellement la même tâche. Et pourtant, Camus nous dit qu'il peut être heureux. Comment? En trouvant du sens dans l'acte en lui-même, et non dans le résultat. Si vous parvenez à trouver quelque chose dans le processus, quelque chose qui vous relie à ce que vous faites, la répétition cesse d'être une prison pour devenir un rythme. Elle devient votre propre rythme. Cela ne veut pas dire que vous devez adorer chaque seconde de votre travail. Cela signifie que vous pouvez trouver de brefs moments de présence, de choix, d'humanité, même au cœur de la routine. Cela peut être une bonne conversation avec un collègue. Cela peut être le fait de bien accomplir une tâche pour le simple plaisir du travail bien fait. Cela peut être un instant de silence avec votre café avant d'entamer la journée. Ces détails paraissent insignifiants, mais c'est ce qui constitue une vie. La vie n'est pas faite que de grands moments. Elle est tissée de milliers de petits instants. Et vous avez un certain contrôle sur la façon dont vous vivez chacun d'entre eux. Un autre point important, méfiez-vous des comparaisons. L'ère des réseaux sociaux a transformé la comparaison en un véritable sport. Tout le monde semble mener une vie incroyable, atteindre des objectifs impressionnants et baigner dans un bonheur perpétuel. Mais c'est une illusion. D'abord, parce que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. Ensuite, parce que même si c'était vrai, cela n'a aucune importance. La vie de quelqu'un d'autre n'a rien à voir avec la vôtre. Si vous avez accepté l'absurde, si vous avez compris qu'il n'y a pas de scénario idéal, alors il est absurde de mesurer votre vie à l'aune de celle d'un autre. Votre seule responsabilité est de vivre votre vie aussi pleinement et consciemment que possible, et cela s'exprime différemment pour chacun. Il y a aussi la question de l'échec. Notre société est terrifiée par l'échec. Mais si vous acceptez l'absurde, l'échec perd une grande partie de son pouvoir, car à la fin, tout finira par s'effondrer de toute façon. Vous allez devoir partir. Vos exploits disparaîtront. Votre nom sera oublié. Cela n'a rien de déprimant. C'est libérateur. Cela signifie que vous pouvez tenter des choses sans avoir peur d'échouer. Vous pouvez vous ridiculiser. Vous pouvez faire des expériences. Vous pouvez changer d'avis. Après tout, quel est le pire qui puisse arriver? D'un point de vue cosmique, rien n'a d'importance au bout du compte. Vous êtes donc libre de faire ce qui compte pour vous maintenant, sans subir le poids écrasant de la perfection ou de l'héritage éternel à laisser. Et qu'en est-il des autres? Comment se lier aux autres quand on accepte que rien n'a de sens ultime? Curieusement, cela devient plus simple, et non plus difficile, car vous n'imposez plus d'attentes irréalistes à personne. Vous n'attendez pas de l'autre qu'il vous complète ou qu'il donne un sens à votre vie. Vous ne jugez pas les autres s'ils ne vivent pas selon des critères absolus. Vous rencontrez simplement des gens, vous partagez des moments, vous vivez des liens. Certains seront profonds et durables, d'autres seront brefs et éphémères. Les uns, comme les autres, ont de la valeur. Les deux font partie de l'expérience d'être en vie.
L'amour, en particulier, devient plus authentique, car vous n'aimez pas quelqu'un parce que Dieu l'a voulu, parce que c'est le destin, ou parce que cette personne viendra combler un vide existentiel en vous. Vous aimez parce que vous choisissez d'aimer, parce qu'être avec cette personne vous fait vous sentir en vie, parce que partager des expériences avec elle décuple l'intensité d'être au monde. Et quand cela se termine, si cela se termine, vous n'êtes pas anéanti à chercher le sens caché de cette perte. Vous ressentez la douleur, qui est bien réelle, mais vous savez aussi que ce que vous avez vécu était vrai et précieux tant que cela a duré. Les enfants ont aussi leur place dans cette réflexion. Beaucoup de gens font des enfants en quête de sens, de continuité, d'une certaine immortalité à travers leur descendance. Mais si vous partez du principe de l'absurde, vous avez des enfants pour de toutes autres raisons. Parce que vous voulez partager l'expérience d'être en vie avec un nouvel être humain. Parce que créer et éduquer une personne est une façon intense de vivre. Parce que l'amour est un multiplicateur d'expériences. Mais vous ne faites pas peser sur vos enfants la responsabilité de donner un sens à votre vie ou de perpétuer votre héritage. Vous les laissez être eux-mêmes, affronter leur propre absurde et trouver leur propre chemin. Une chose qui passe parfois inaperçue dans la philosophie de Camus, c'est qu'elle n'est pas solitaire. Même s'il s'agit pour chacun de trouver sa propre façon de faire face à l'absurde, cela ne signifie pas l'isolement. Au contraire, lorsque vous vous libérez du besoin de convaincre les autres que votre vision du monde est la bonne, vous pouvez enfin rencontrer les gens pour de vrai. Vous n'avez pas besoin qu'ils croient en ce que vous croyez. Il suffit qu'ils existent, qu'ils soient humains, qu'ils partagent cette condition absurde avec vous, et cela suffit à créer un lien authentique. La politique et la société peuvent également être perçus sous ce prisme. Vous ne vous battez pas pour la justice parce qu'un Dieu l'a ordonné ou parce que l'histoire marche inévitablement vers le progrès. Vous vous battez parce que c'est votre choix. Parce que c'est ainsi que vous décidez de vivre votre révolte contre l'absurde. Vous aidez les autres, non pas pour gagner votre place au paradis, mais parce que vous reconnaissez en eux la même lutte qui vous anime. Ce genre d'éthique n'est pas moins forte, sous prétexte qu'elle n'a pas de fondement transcendant. Elle est même plus puissante, car elle émane d'un véritable choix, et non de l'obéissance. Voici une vérité qui dérange. La plupart des gens n'ont pas envie de penser à ces choses-là. Ils préfèrent les réponses toutes faites, les sens préfabriqués, les certitudes confortables. Et c'est tout à fait acceptable. Chacun gère la vie comme il le peut. Mais si vous regardez cette vidéo, si ces idées résonnent en vous, c'est que vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas simplement accepter les choses sans se poser de questions. Vous ressentez l'absurde. Et maintenant, vous avez une manière d'y faire face qui ne consiste ni à baisser les bras, ni à vous faire des illusions. C'est une troisième voie. C'est la voie de Sisyphe heureux. Mettre cela en pratique ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision que l'on prend une seule fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour vous vous réveillez, et l'absurde est bien là. Chaque jour, vous devez faire un nouveau choix. Vais-je m'enfuir? Vais-je abandonner? Ou vais-je me révolter et vivre? Certains jours sont plus faciles. D'autres jours, le rocher semble bien trop lourd. Mais le choix reste le vôtre. Et plus vous vous exercerez à être présent, à créer vos propres valeurs, à vivre avec intensité, plus cela deviendra naturel. Une dernière chose au sujet de Sisyphe. Camus insiste beaucoup sur le moment où il redescend la montagne, une fois que la pierre a roulé vers le bas. Ce moment de pause. Sisyphe redescend tout seul, parfaitement conscient qu'il va devoir tout recommencer. À cet instant précis, il est d'une lucidité absolue. Il sait exactement quelle est sa situation, et c'est dans cet instant qu'il a le pouvoir de choisir. Il peut sombrer dans le désespoir. Il peut se révolter avec colère. Ou il peut simplement accepter, respirer et recommencer. Ce moment de redescente, ce moment de conscience claire, est l'instant le plus humain qui soit. C'est là que réside notre liberté. C'est là que réside notre dignité. C'est là que, curieusement, réside notre joie. La vie est absurde. C'est un fait, mais au sein même de cet absurde, vous avez de la place pour créer, aimer, combattre, expérimenter, pour être véritablement en vie. Vous n'avez pas besoin d'une permission cosmique. Vous n'avez pas besoin d'un dessein divin. Vous n'avez pas besoin d'un destin tout tracé. Il vous suffit de choisir chaque jour de pousser votre rocher, en pleine conscience et avec présence. Et dans ce choix répété, dans cette obstination à continuer tout en sachant qu'il n'y a pas de destination finale glorieuse, vous trouvez une chose qu'aucun sens extérieur ne pourrait vous offrir. Vous y trouvez votre propre humanité, entière et authentique. Alors, si la vie n'a pas de sens, pourquoi vivre? La réponse de Camus est à la fois simple et profonde. Parce que vous le pouvez. Parce qu'être en vie vaut mieux que de ne pas l'être. Parce que chaque instant vécu en conscience est votre petite victoire personnelle sur le silence de l'univers. Parce que vous n'avez pas besoin de raisons grandioses pour justifier votre existence. Votre existence se justifie par elle-même. Et quand vous acceptez pleinement cela, quand vous arrêtez de chercher des explications qui ne viendront jamais pour simplement commencer à vivre, il se produit quelque chose de magique. Vous réalisez que la question était faussée depuis le début,
La vie n'a pas besoin d'avoir un sens pour valoir la peine d'être vécue. En réalité, c'est précisément parce qu'aucun sens ne lui est imposé de l'extérieur que vous pouvez lui donner le sens que vous souhaitez. Vous êtes libre, totalement libre. Et cette liberté s'accompagne de responsabilités, bien sûr, mais elle ouvre aussi la voie à des possibilités infinies. Chaque jour est une page blanche. Chaque choix vous appartient. Chaque instant peut être vécu pleinement ou gaspillé. Cela ne dépend que de vous. Sisyphe pousse son rocher. Le rocher redescend, et il marche en pleine conscience pour recommencer. Et nous nous réveillons, nous vivons notre journée, nous dormons, puis nous nous réveillons à nouveau. Cela semble répétitif, cela semble dénué de sens. Mais nous pouvons faire comme Sisyphe. Nous pouvons trouver notre propre et étrange bonheur dans cette répétition. Nous pouvons faire de chaque ascension une expérience consciente. Nous pouvons choisir notre attitude, nous pouvons nous révolter contre l'absurde en continuant de vivre, en continuant d'essayer, en continuant de ressentir. Et cela, finalement, représente tout ce qui compte. Cela suffit. C'est même plus que suffisant. Si cette façon de concevoir la vie vous parle, si ces idées viennent toucher une corde sensible en vous, alors vous êtes déjà sur le bon chemin. Le chemin de Sisyphe, le chemin de l'homme absurde. C'est un chemin sans destination finale, mais c'est un chemin que vous choisissez en toute conscience. Et c'est dans ce choix que réside toute la différence. Ce n'est pas facile. Personne n'a jamais promis que ça le serait. Mais c'est réel. C'est honnête. Et c'est profondément humain. Alors pourquoi vivre si la vie n'a pas de sens? Parce que vivre, c'est votre façon de dire oui à l'existence, même lorsque cette dernière ne vous donne aucune raison de le faire. C'est votre révolte. C'est votre liberté. C'est votre humanité. Et vous, Sisyphe des temps modernes, vous pouvez être heureux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ces idées ont résonné en vous, laissez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer d'explorer la philosophie et les différentes façons de voir la vie. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et par-dessus tout, sortez d'ici et allez vivre. Poussez votre rocher en toute conscience. Soyez votre propre Sisyphe heureux. À la prochaine fois.